Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, premier numéro de la Totale, votre nouveau magazine d'information sur ITV. En voici le sommaire. Ce dialogue national et dialogue politique, nous en parlerons avec le journaliste Ibrahima Bakhoum confraternellement. Vos autres rubriques Coin écho, du CFA à l'écho avec l'économiste Alagueye qui sera interrogé par Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, le musée des civilisations à l'honneur. Oussama Sagna sera là pour nous en parler. Le diplomate, c'est le politologue Abdou Khadrlo qui sera en ligne. Il analysera les récentes déclarations du président sénégalais Macky Sall sur la menace terroriste. Ailleurs A nous amènera dans la région de Saint-Louis, Kassak Sud, le village des anciens combattants, puis en France où des Sénégalais disent « touche pas à mon consulat » par opposition au projet de supprimer certaines institutions consulaires. Et enfin, le portrait inédit du cheval, compagnon de choix de l'homme. L'animal a fini d'écrire ses lettres de noblesse. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité cette semaine donc, la commission politique et le comité de pilotage du dialogue national ne parlent pas le même langage. Une guerre des mots à travers un échange épistolaire entre les présidents des deux entités. La commission politique met en garde contre toute tentative de remise en cause de son autonomie. Faut-il parler de bras de fer entre Famara Ibrahima Sagna en charge du dialogue national et le général Mamadou Niang qui est chargé de présider la commission cellulaire du dialogue politique, un dossier d'Amago Robernian que nous regardons tout de suite. Guerre des mots entre la commission politique et le comité de pilotage du dialogue national, un échange épistolaire entre les deux entités qui part d'un communiqué du pôle politique dirigé par le général Mamadou Niang dans lequel il réaffirme son autonomie tout en mettant en garde contre toute tentative de remise en cause de son fonctionnement et de ses décisions antérieures agréées de façon consensuelle. Pour le journaliste et analyste politique Salou Ndiaye, cette discussion n'est pas gratuite et pourrait avoir plusieurs explications. Dès l'instant qu'il y a le mot politique, il y a des questions qui ne sont pas du tout développées en fond. Donc, c'est par rapport à la forme. Parce qu'au moment où le président mettait la chose sur place, il faut savoir nettement que par rapport à la politique, à chaque fois, il y a des astuces qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas mettre devant la grande assemblée. Donc, si le président de la République est l'autorité suprême du comité politique et de la commission mise en place pour le bon déroulement du dialogue, et qu'il y a une discussion qui tend à être négative et qui ne l'est pas en réalité, cela émane de ce que l'on dit il y a anguille sous roche. Parce que soit c'est une stratégie, soit c'est juste pour un combat de positionnement, de leadership. Parce que tous les gens qui échangent, qu'ils soient Famara Ibrahima Sagna, qu'ils soient l'autre, ce sont des gens, à chaque fois qu'on les voit, ils se mettent à une discussion qui renvoie à leur position, impactant sur leur existence politique. Car sinon, sans le dialogue, on n'aurait pas entendu parler d'eux. Ils sont en train de refaire surface et pour marquer leurs empreintes, il faut qu'ils se rangent derrière des stratégies, derrière des actes de positionnement pour pouvoir bien exister. Invité de l'émission Kénou Askanui, le directeur exécutif de l'ONG 3D abonde dans le même sens. Mouniaï Sissé estime que ce bras de fer sous-tend une manœuvre politique. Politique, tout est prévisible. Parce que tout peut arriver, quoi. Je veux dire, en politique, tout peut arriver. Ce qui est arrivé n'est pas une surprise à mon avis, car à chaque fois qu'il y a des discussions, on s'attend à des résultats qui peuvent parfois surprendre. Mais tout ça, ce sont des manigances des personnes qui sont autour de cette affaire. Et manigances, yo xamanteni ni ci ñi séq mbir mi la.
Et selon lui, la commission politique ne peut être sous la tutelle du comité de pilotage du dialogue national. xam nga doom bu jëkkee juddu bàyyi moom dafa am problème. donc du ndeyam dafa ñëw rek ànd ndox moom. ndey bi moo fi mënul nekk moo tax. En réalité, il faut préciser que le dialogue national ne peut pas enfreindre les travaux de la commission politique, car cette dernière a des missions bien précises qui n'ont rien à voir avec celles du dialogue national. Déjà que le dialogue national a une durée de 3 mois, alors que la commission politique n'en a pas. Elle n'est pas fixée dans le temps. Elle travaille jusqu'à ce qu'elle trouve un consensus sur le fichier électoral. ba changer lu jëm ci ak yelleefu doomu aadama mooy droit et liberté nit ñi. ba waxtaan aussi ci organes yi gérer élection yi. Une confrontation qui ne devrait pas retarder ou bloquer la poursuite du dialogue politique. Non, cela va servir tout simplement de débat aux médias. Vous savez, les experts en communication savent ce que l'on appelle l'effet de feu. Il faut toujours créer en parallèle une zone où les gens vont échanger pendant ce temps que vous développez ce que vous voulez faire. Et les gens qui sont autour du dialogue sont des leaders de parti. Ils sont habitués à voir des querelles internes au sein de leur parti, mais cela ne les empêchait point d'atteindre leurs objectifs. Il y a le regroupement collégial des parties composantes des forces vives de la nation, qu'ils soient de l'opposition comme qu'ils soient du pouvoir. C'est là où se trouve le véritable dialogue. Et c'est ce qui est en train de se faire. Que ces gens-là se mettent à discuter tout cela, moi je pense que c'est tout simplement une stratégie de créer un effet de feu ou de donner une survie à leur existence politique. Certains membres de la commission cellulaire du dialogue politique accusent des membres du comité de pilotage du dialogue national de vouloir remettre en cause la composition, le fonctionnement et les décisions actées jusque-là par leur entité. Famara Ibrahim Sagnan, président du comité de pilotage du dialogue national, soutient de son côté qu'il n'a jamais été question de modifier quoi que ce soit dans le dispositif actuel. Confraternellement donc avec le journaliste analyste politique Ibrahima Bakhoum, bonsoir. Vous venez de suivre ce dossier sur ce bras de fer. Est-ce qu'on peut parler de dualité vraiment entre Famara Ibrahima Sagnan et le général Mamadou Niang? Le mot est déjà... Et plus tard, on nous parle de dialogue national. Évidemment, les gens ne se sont pas retrouvés tout de suite là. Qu'est-ce que nous voulions dire? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans le dialogue national? Ça devait être inclusif, tout là-dedans. Les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects sociaux, etc. Tout là-dedans. Bon, finalement, on se rendait compte que, en tout cas de mon point de vue, c'était au départ, le dialogue politique était juste un départ, mais que c'est le dialogue national qui était lancé sous cette forme-là, en attendant donc que nous arrivions à quelque chose de plus inclusif. Oui, en termes de démarrage, le dialogue politique est antérieur au dialogue national. Ça. Et mon point de vue, oui. ce que je pensais, c'était que donc on commençait, les acteurs politiques commençaient le travail, et après on irait à quelque chose de plus inclusif. Le problème maintenant, c'est que celui qui pilote le dialogue national a pris service largement, très largement après le début du travail des autres. Ça a faussé le départ, la perception, parce que ceux qui avaient commencé le travail se disaient nous avons obtenu ceci, nous sommes allés à tel endroit, etc. Ils ne voient pas pourquoi on donnerait l'impression évidemment de vouloir enclore les phagocytés, les mettre sous la coupe de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils arriveraient à des résultats différents de ce qu'ils pensent avoir déjà obtenu ou de ce qu'ils ont déjà obtenu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas certain que les deux personnalités que nous avons là, ici, puissent en arriver à des trucs de positionnement politique, comme certains le pensent, etc. Non, c'est des personnalités suffisamment crédibles, chacune de ces personnalités dans son domaine. Mais c'est deux fortes personnalités. Deux fortes personnalités, c'est vrai, et que l'un est un militaire, l'autre est un ancien ministre, etc., administrateur civil et tout. Évidemment, c'est de fortes personnalités, mais c'est parce qu'on est forte personnalité que parfois il est possible, évidemment, de trouver des consensus. Donc, si on ne trouvait pas ça, évidemment, ce serait malheureux parce qu'on ne sait pas vers quoi on irait. Donc, je ne suis pas certain que vraiment on puisse arriver à un blocage. Oui, mais le débat est là. Peut-on concevoir que le dialogue politique soit une composante du dialogue national, ou plutôt qu'il soit totalement autonome, ce dialogue politique? Disons que moi, je voyais ça comme une partie du dialogue national. Évidemment, je me suis complètement trompé. On se rend compte que vraiment on est dans là. Mais dans la situation, au moment où le président convoquait ce dialogue dans son discours, ce que les gens voyaient, c'était d'abord la partie politique du dialogue national.
enfin, on ne voyait même pas encore de dialogue national dans ce truc-là. On ne voyait que l'aspect, les acteurs politiques qui se mettraient ensemble. Pour une raison bien simple, c'est parce que depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis la présidentielle, les crispations étaient autour des questions politiques. Hein. Le fichier par-ci, ça c'est depuis 2017 déjà, le fichier est-il bon, n'est-il pas bon, etc. Donc quand on parle de dialogue politique, les gens s'attendaient à ce que ça soit l'essentiel de ce à quoi le président avait invité. Mais dialogue national, c'est une chose, donc on est dans les qualificatifs. On qualifie l'un politique, l'autre national. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que national, il y a politique là-dedans? Mais puisque les politiques avaient déjà commencé avant, oui. Et bon, je ne vois pas pourquoi, évidemment, on reviendrait encore leur dire, bon, allez de l'autre côté. Mais qui doit clarifier c'est le président de la République qui doit clarifier le jeu, parce que chacun des groupes a sa mission. Il y a des termes de référence, je suppose. Donc, dans ces termes de référence, on dit à chacun ce qu'il a à faire. Mais il n'y a que lui, le président, qui peut encore revenir pour dire voici ce que je voulais dire et voici ce qu'il faut faire. Personne ne pourrait le faire à sa place. Alors, on voit que pratiquement tous les partis politiques ou coalitions de partis participent au dialogue politique, ce qui n'est pas le cas pour le dialogue national qui est censé être inclusif. Aidez-nous à comprendre un peu. Parce que ce qui les intéresse, comme je disais, le président, au départ, quand il a parlé, les gens ne voyaient que l'aspect politique des élections de 2017 à la présidentielle de 2019. Tous les problèmes qu'il y a eu, dénonciation du fichier, parrainage, enfin tout ce que les gens ont considéré comme étant des aspects négativement impactants sur le processus électoral, c'est l'essentiel de la nationalité, du débat national au Sénégal, c'est l'aspect politique. On le veut ou non, c'est comme cela. Donc les gens pensaient que le dialogue politique lancé, c'est les autres qui devraient les suivre plutôt que l'inverse. Mais ça, c'est une perception, parce que national, quand même, est beaucoup plus inclusif. Donc voilà le problème. Quel est votre pari sur le dialogue national, Ibrahima Bokoum? Bahoum. Alors, donc, oui. non, ça va. Bahoum, Bokoum. Je pardonne au Alpulaar qui est là, pas de problème. Oui. Donc, en fait... votre pari? Oui, le dialogue national, je ne sais pas vers quoi ça peut aller. Parce que, vous savez, il y a tellement de choses que les gens attendent de ce dialogue national et il n'est pas évident qu'on puisse arriver à quelque chose avant longtemps. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts. Il y a des intérêts politiques parce qu'il y a des acteurs politiques dans le dialogue national aussi. Donc, ces gens, tout en regardant de l'autre côté également, veulent impacter favorablement à leur cause dans le dialogue national. Mais les divergences sont énormes, partout. Ce qui veut dire que toutes les deux personnalités, le général Mamadou Niang, Famara Ibrahima Sagna, jouent leur crédibilité quelque part. Et je ne suis pas certain que ça soit leur crédibilité, parce que de toute façon, il ne s'agit pas d'un combat effectivement où on perd ou on gagne, il ne s'agit pas de ça, mais un consensus est toujours possible. Parce que si un consensus n'est pas possible entre eux, le mot dialogue servirait à quoi finalement? Donc on ne peut même pas s'entendre entre autorités de régulation des deux structures. Oui. Alors si on ne peut pas s'entendre là, évidemment, ça veut dire que c'est mal barré. Ibrahima Bahoum, merci. Allez, Mamadou. Merci. Allez. La suite de la Total, dans un instant. L'économie maintenant, quand on parle de monnaie, on pense souvent à son aspect fiduciaire. Fiduciaire se dit d'une valeur fictive, fondée sur la confiance à celui qui l'émet. Mais la monnaie, c'est plus que cela. Elle est aussi un instrument d'échange. Aujourd'hui, on constate sa dématérialisation avec l'essor des monnaies électroniques. Qu'est-ce que la monnaie d'abord? La réponse varie selon qu'elle est donnée par un profane ou par un spécialiste. Mamadou Bipa Sissoko, Seleman Diallo signe ce reportage. Qu'est-ce que la monnaie? Une question qui paraît simple, hormis l'aspect physique de celle-ci, ce Sénégalais croit avoir la réponse. C'est un instrument d'échange. Avant, en Afrique, c'était les coris, c'était le troc, le système troc. Tu donnais du céréales, on te donnait des habits, ou on te donnait des moutons ou des vaches ou autres. Maintenant, les coris sont remplacés par une monnaie. Pour Khadim Bamba Diagne, économiste et chercheur au laboratoire de recherche économique et monétaire, l'AREM,
La monnaie, c'est avant tout un moyen d'échange grâce auquel l'achat immédiat de tout bien et service est possible sans coût de transaction ni coût de recherche. Maintenant, elle se base sur la confiance. Le prix de la monnaie dépend de la confiance des agents économiques. C'est pour cela qu'elle est aussi un phénomène social. Plus on a confiance à votre économie, plus on a confiance à votre monnaie. Nous sommes devenus des esclaves de l'argent à cause des Occidentaux. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de bon. Je pense que nous, dans la sous-région, on devrait revenir sur le système de troc. Le Sénégal a de l'arachide, du phosphate et tout ça. Il donne ça à un autre pays qui n'en a pas et il nous donne ce que nous avons besoin. À cette doléance, notre économiste nous informe que cela est tout simplement impossible. Maintenant, les choses ont tellement changé, tellement évolué. Aujourd'hui, on peut parler d'une monnaie dématérialisée. Le troc, ça, c'est avant. Et jusqu'à présent, ça existe, mais dans les économies les plus pauvres, ou bien dans les villages. La monnaie est donc un moyen d'échange. Mais aujourd'hui, elle n'est plus cantonnée à son aspect avec la démocratisation des crypto-monnaies ces dernières années, dont la plus célèbre reste le Bitcoin. Un autre invité pour commenter la monnaie, nous avons Alla Gueye qui est financier et directeur général de Gage Sénégal. Bonsoir Alla Gueye. Et vous serez interrogé par Mamadou Ndiaye, directeur d'E-Media SN. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. Alla est à vous. Eh bien, il est l'auteur justement d'une note qui fait parler d'elle en ce moment, consacrée exclusivement justement sur la question du CFA. Je pense que c'est un travail très fouillé. Monsieur Gueye, qu'est-ce qu'une monnaie? Une monnaie a un peu d'histoire et un peu de juridique. D'abord, il fallait trouver un moyen qui emporte la confiance de deux parties pour suppléer au troc. Parce qu'avant, lorsque quelqu'un avait un bien A, l'autre avait un bien B et qui voulait échanger, donc il fallait trouver une unité de mesure, donc qui était le troc. Mais après ça, il a fallu trouver un bien sur lequel tout le monde avait confiance, comme l'or, comme l'argent. Et à partir de ce moment, si vous voyez un peu les marques qu'on pose sur les monnaies, c'était la reine d'Angleterre qui disait plus tard, à la place de... Parce qu'il fallait vérifier la qualité de l'or aussi, c'est la confiance. Parce que quand quelqu'un veut payer en or, il faut apporter la vérité que c'est de l'or, effectivement. Donc, pour authentifier ça, c'est la reine d'Angleterre qui mettait sur le métal et qui certifiait aussi la quantité d'or, non seulement la qualité, mais la quantité, et mettait son effigie, effectivement. Donc, et après, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la monnaie fiduciaire. Okay, la monnaie fiduciaire, et c'est la monnaie et les billets. Il y a aussi ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est ce qui est dans les comptes bancaires, hein, donc qui sont d'ailleurs beaucoup plus importants que ce que vous voyez en circulation. C'est seulement des écritures. Donc, si vous voulez, donc c'est un instrument. Et on dit que ceci a valeur légale, parce qu'il n'y a plus de contrepartie. Ceci a valeur, donc c'est un moyen d'échange qui a valeur légale. C'est le plus important. Mais aussi, c'est une valeur de refuge. Parce que, comme vous le savez, les intervenants sur les marchés d'échange, ce n'est pas seulement les commerçants, c'est aussi les cambistes. Donc des gens qui voient qu'aujourd'hui, une monnaie, on peut gagner ou perdre, donc transigent, mais pas pour des transactions commerciales. Très bien, donc entre une monnaie et une économie, il y a un lien très fort. Est-ce qu'une monnaie faible peut être au service d'une économie forte ou inversement? Vous savez, l'élément le plus important, c'est l'autosuffisance d'une économie et son indépendance. Parce que quand vous avez une économie qui est dépendante, l'inverse de l'indépendance, c'est la dépendance. Donc une économie qui, pour manger, c'est-à-dire aujourd'hui comme la zone CFA, donc la facture alimentaire, elle est extraordinaire. On parle à peu près pour le Sénégal de presque 600 milliards par an. La facture pétrolière,
Donc, pour pouvoir avoir l'électricité, il faut aller chercher l'énergie. On parle presque, la Banque centrale a sorti une note pour dire que sur les dernières années, c'est plus de 68% de nos recettes en devises d'exportation qui sont utilisées pour satisfaire la facture d'énergie. Donc, vous voyez, donc c'est une économie qui est dépendante. Donc, vous êtes obligé d'aller vendre votre monnaie pour payer en devises étrangères. Donc, vous voyez là, donc vous êtes dépendant. Oui. Justement, vous me permettez que j'intervienne dans le débat à la Gueye. Du CFA actuel à l'éco qui va arriver, pour parler de l'actualité, que vont y gagner nos économies et partant de là, nos populations? Il faut comprendre quelque chose, c'est que la monnaie, c'est l'affaire de la population. Parce que, comme je venais de vous dire tout à l'heure, la reine d'Angleterre n'est intervenue dans le système que pour authentifier la chose et lui donner une valeur légale. Mais les biens qui sont transigés, qui sont sous-jacents à la monnaie, ces biens appartiennent aux populations. Donc aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce que si vous voulez, qu'est-ce qui change dans la colonne vertébrale de l'ancienne monnaie? Ce qui change, c'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que le Nigeria pose des questions importantes qui disent la première chose, il faut que l'indexation de cette monnaie se fasse avec un panier de devises. Ce qui veut dire quoi? C'est dire que la nouvelle monnaie doit être directement convertible avec les autres monnaies, ce qui n'est pas actuellement le cas. Parce qu'aujourd'hui, le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est ce qu'il faut comprendre. Le franc CFA, c'est une unité monétaire. La seule raison pour vous montrer que ce n'est pas une monnaie, c'est aujourd'hui, présentez-vous avec 1 million de francs CFA en Thaïlande ou en Espagne, pour dire que vous voulez changer, mais vous ne pourrez pas changer, parce qu'il faut effectivement passer par l'euro. C'est pour montrer donc aujourd'hui... Vous déroutez tout votre monde en disant que le CFA n'est pas une monnaie. Non, ce n'est pas une monnaie, c'est une unité monétaire. C'est une unité monétaire parce que c'est garanti par la Banque de France et ce n'est valable que dans une zone franc. Mais convertible en euros quand même. Convertible en euros. Et aujourd'hui, même entre les deux zones, elle n'est pas convertible entre les deux. Il faut passer par l'euro. L'euro est le pivot sur lequel il faut toujours passer pour, même entre deux zones. Vous citez le Nigeria, qui est un géant économique, mais quand même qui n'est pas discipliné, disent les financiers et les économistes. Est-ce que aujourd'hui la pertinence donc, de la proposition nigériane vaut ce qu'elle vaut par rapport effectivement à son caractère indiscipliné? Ce qui est important sur le Nigeria, c'est qu'il y a du pétrole. Ça, c'est un élément important qui est un bien important sur les marchés. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz. Et l'autre chose aussi, c'est que son poids. Le Nigeria, c'est au moins les 2 tiers ou les 3 quarts, entre les 2 tiers et les 3 quarts de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui va dire qu'aujourd'hui, en ayant le Nigeria, non seulement on a un géant qui a un bien qui est demandé, parce que c'est toute l'attractivité d'une économie. Aujourd'hui, le Nigeria est la première économie d'Afrique. Ce n'est pas la deuxième. L'Afrique du Sud, l'Égypte, tous ces géants, même le Maroc est bien loin après le Nigeria. Et qui a une expérience aussi sur c'est quoi une monnaie et c'est quoi l'inflation. Aujourd'hui, le Nigeria vit beaucoup ces problèmes donc, que nous ne connaissons pas. Et je pense que chacun peut apporter à l'autre la stabilité que nous avons au niveau de la stabilité des prix, ce qu'eux, ils n'ont pas. Alors, M. Gueye, le bruit qui accompagne en ce moment la mort lente et programmée du CFA, est-ce que c'est un signe annonciateur également d'une stabilité permanente de l'éco qui va... Oui, l'éco, absolument. L'éco va renforcer nos économies. Pourquoi? Parce que ça va accroître la profondeur de nos économies. Comme vous savez aujourd'hui, même si vous prenez la zone CFA, on exporte les mêmes choses depuis longtemps. Et ça sera l'occasion, effectivement, de pouvoir redéfinir les fondamentaux d'une économie et l'approfondissement des bases d'une économie. Fermer les frontières pour pouvoir produire beaucoup de choses. Comme je vous disais, il faut être autonome. Et pour être autonome, il y a les affaires d'économie d'échelle, c'est de la microéconomie. Donc pour pouvoir aujourd'hui substituer beaucoup, comme par exemple aujourd'hui les vêtements, les chaussures, on avait Bata. Mais aujourd'hui, la friperie concurrence très facilement la chose. Et les textiles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on a des marchés, parce qu'avec le Nigeria, on va parler de 300 millions d'habitants. Et je pense que si on prend le courage de pouvoir fermer les frontières, ce que tout le monde fait d'ailleurs. Le Sénégal l'a fait avec le poulet. Aujourd'hui, il n'y a pas 1 kilo de poulet qui rentre au Sénégal. Mais
qu'est-ce que vous avez vu? On a vu des géants qui se sont développés dans l'agriculture pour leur permettre de se développer, et après on va ouvrir. Et je pense que c'est des mesures donc qui sont acceptables. Je me mets un peu à l'échelle de la micro, Mamadou, avant de vous redonner la parole. Ala, est-ce que l'écho demain me permettra, en tant que père de famille ou pas, ou mère de famille, d'acheter mon kilo de pain moins cher, ma paire de chaussures moins cher, puisque vous parliez tout à l'heure de la vieille bata ou du vieux bata? Oui, quand on regarde les données économiques à long terme, on a vu que les pays qui avaient des monnaies non indexées, parce que là, il faut comprendre aussi, la France n'est pas la nation la plus compétitive au monde. Aujourd'hui, la France, quand on prend l'indice de complexité des économies, la France est au 15e rang. N'est pas ni au 5e, ni au 10e, 15e rang. Donc pour dire aujourd'hui, on va pouvoir bâtir notre monnaie sur la base de nos propres fondamentaux. Et si vous regardez aujourd'hui l'épargne, parce que l'épargne aujourd'hui vient d'où? L'épargne vient des exportations. Parce qu'aujourd'hui, quand on exporte, la philosophie même de l'exportation, c'est que vous gagnez sur le marché national et vous allez prendre un surplus que vous mettez sur le marché étranger. C'est-à-dire que quand vous allez ramener l'argent, vous faites de l'épargne. C'est ça. Donc, et quand on a l'épargne, on peut investir. Et donc aujourd'hui, quand vous plus de pouvoir d'achat. Absolument. Mais est-ce que je vais acheter moins cher? Normalement, pourquoi? Parce que l'élément fondamental d'une monnaie, c'est l'inflation, c'est la maîtrise de la stabilité des prix. Donc aujourd'hui, cette monnaie va faire comme la BCEAO, le ciblage du taux d'inflation. Et il y a deux choses. D'abord, permettre aujourd'hui qu'on puisse fabriquer des biens qui sont compétitifs, mais aussi relever le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Quand quelque chose augmente, l'essentiel, c'est d'avoir un pouvoir d'achat, comme disait Mamadou, toujours supérieur pour pouvoir se le payer. Vous allez en Suisse aujourd'hui... Non pas de faire fonctionner la planche à billets, hein. Non, sinon ça crée justement une inflation terrible. Oui, non, sans faire fonctionner, parce que comme je vous dis, l'affaire, c'est l'affaire du pouvoir d'achat. C'est-à-dire quand les gens ont un pouvoir d'achat important, même si le bien augmente en valeur, vous avez toujours la capacité de pouvoir payer ce bien-là. Et c'est l'élément le plus important. Il faut qu'on gagne plus d'argent. Et ce qu'on voit dans les chiffres, sur les 60 dernières années, le Sénégalais ne s'est pas enrichi. Aujourd'hui, en dollars constants de 2010, le Sénégal a 1500 $ par tête d'habitant de 1960 à aujourd'hui. Donc pour dire aujourd'hui, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Et la monnaie pourra nous le faire parce qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement que cette monnaie pourra enlever justement. Alors, dernière question. L'Europe a mis beaucoup de temps pour arriver justement à l'euro. Va-t-on justement vers ce même échéancier en Afrique? Moi, je vais rimer en compte courant des gens qui pensent que nous, on prendra les 10 années que l'Europe a pris. Pour moi, regardez aujourd'hui la rapidité avec laquelle l'Asie s'est faite. L'Asie s'est faite avec des leaders charismatiques. Il n'y a pas eu de miracle. Aujourd'hui, il y a eu rattrapage. Donc nous, on ne pense pas qu'on fera le même chemin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut battre la monnaie localement. Parce qu'avec le Nigeria, on a effectivement une base une masse monétaire qui est assez importante pour que la monnaie soit produite à un coût raisonnable. Deuxième chose, c'est aussi constituer ce panier de devises qu'on disait rapidement, parce que le pétrole se transige chaque jour à des milliards de dollars. Donc les autres, pour pouvoir payer notre monnaie, devront effectivement détenir l'éco. Qui peuvent acheter notre poisson ou bien qui puissent acheter notre phosphate des ICS, il faut qu'ils possèdent le cacao ivoirien. On aura notre pétrole et notre gaz prochainement, on le souhaite en tout cas. Merci. Ça va aider. Oui, merci Ala Gueye, directeur général de Gage Sénégal. Vous êtes également financier. Mamadou Ndiaye, merci. Merci Mamadou. La suite dans immédiat.sn. Sans doute, oui. Merci beaucoup. Question diplomatique à présent. Notre diplomate du jour, Abdou Khadre Lo, il est le directeur général d'Afrique, ou plutôt directeur général Afrique du cabinet anglo-américain Access Partnership, spécialisé dans les TIC et les communications satellites. Abdou Khadre Lo est également docteur en sciences politiques de l'université Paris 1 Sorbonne en France. Abdou Khadre Lo, vous êtes en ligne. Bonsoir. Bonsoir Mamadou.
Nous allons parler maintenant de la menace terroriste. Le président de la République, Macky Sall, a ouvert la rentrée solennelle des cours et tribunaux cette semaine et Macky Sall a dit qu'il faut se préparer au pire. Est-ce que on devrait le prendre au premier degré? Oui, Mahmoudou, parce que d'abord, il n'y a plus de sanctuaire intouchable, comme vous le savez, ou d'îlot infranchissable face à la menace terroriste. L'histoire de la décennie qui vient de s'écouler est vraiment pleine d'exemples. De l'Occident à l'Orient, du Nord au Sud, personne n'est à l'abri. Plus personne n'est à l'abri. Ensuite, la situation dans notre voisinage immédiat, dans la sous-région ouest-africaine, appelle à la vigilance et à la prudence. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont le théâtre d'actes hebdomadaires, d'attaques en tout cas hebdomadaires, pour ne pas dire quotidiennes. Et c'est devenu même une information banale, c'est triste de le dire, mais c'est devenu une information banale dans le fil des médias. Et il n'y a rien de pire que la banalisation de ces attaques et de leur lot de morts par dizaines. C'est là, Mahmoudou, que les Occidentaux sont encore devant. Ils ne banalisent pas leurs morts. Chaque attaque terroriste mobilise les médias pour de longues heures, si ce n'est des jours, pour montrer justement que c'est une situation exceptionnelle, pas normale. Enfin, lorsqu'on connaît la porosité de nos frontières en Afrique, la recrudescence des attaques chez le voisin malien et dans la région en général, les autorités militaires administratives sénégalaises ont bien raison d'insister sur la menace. Maintenant, à leur niveau, si j'étais à la place, en fait, je ne le crierais pas sur tous les toits. Parce qu'en matière, la surveillance et le renseignement vont de pair avec la discrétion. Donc ce qui me surprend juste, c'est cette velléité de l'annoncer sur tous les toits, parce que c'est une attitude qui pourrait être perçue comme une attitude ostentatoire par les extrémistes, et on sait qu'ils adorent les exploits retentissants. Donc je comprends la volonté du Sénégal d'être vigilant, d'être extrêmement prudent, mais je ne l'annoncerai pas sur tous les toits comme l'État du Sénégal le fait aujourd'hui. Justement, en faisant une telle déclaration, est-ce que ça installe la peur dans la population ou plutôt chez les djihadistes, les terroristes? Ça peut être ambivalent parce que quand on en parle, vous savez qu'un phénomène n'existe pas tant qu'on n'en parle pas. Donc quand on en parle, c'est ambivalent. D'un côté, les populations sont averties de ce qui se passe, de la réalité, et de savoir que leur gouvernement et leurs forces de sécurité et de défense sont prêts à les défendre, peut être rassurant. Mais de l'autre côté, ça peut créer une forme de psychose, peut-être inconsciente, et surtout, ça peut lancer, je pense, vis-à-vis de l'autre camp, c'est-à-dire les djihadistes, une sorte de message de défiance. Moi, c'est ce que je regrette dans cette communication. On n'a pas besoin de communiquer sur ces actions-là. Quand un État se prépare à faire face à des attaques terroristes, il n'a pas besoin de le dire. Le chef de l'État a émis l'idée d'une loi sur la sécurité intérieure. Est-ce qu'il faut comprendre cette loi ou avoir une certaine distance, comme cela a pu se poser un moment dans des pays frappés par des attentats? On a entendu la société civile, la société politique élever la voix pour dire « Ah ben, on est en train de restreindre les libertés ». Oui, en fait, sur cette question, comme nous confions énormément, pour ne pas dire toujours sur la France, il n'est pas surprenant que nous lui emboîtions le pas, parce qu'en 2017, la France avait présenté un projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et avait par conséquent modifié profondément les moyens de lutte contre le terrorisme en dehors du cadre de l'état d'urgence, parce qu'il faut faire la part des choses. Et le problème, en fait, réside dans le fait que plusieurs mesures dans le prolongement d'autres textes existants ont conduit à l'élargissement des cas de collecte et d'exploitation des données personnelles. Il est là le problème. Donc les pays de l'espace francophone africain ont copié, en tout cas, ont pris le pas de l'ancienne puissance. Maintenant, si nous souhaitons tous, en tant que Sénégalais et Africains globalement, une lutte efficace contre le terrorisme, il ne faudrait pas que cette lutte se fasse au détriment du respect de la protection de la vie privée et de l'atteinte en fait, de ce qu'on appelle les données personnelles. Cela veut dire qu'au Sénégal, la CDP doit avoir son mot et un rôle à jouer dans cette politique de sécurité et de surveillance qui va avec. Donc la CDP, par exemple, et le Comité sénégalais des droits de l'homme, par exemple, doivent jouer un rôle majeur dans l'élaboration des textes. Ils pourraient, par exemple, et devraient surtout être consultés quand il s'agit de surveiller les communications électroniques, la géolocalisation, etc. Parce que lorsque les services
C'est important, c'est parce que, comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est un domaine dans lequel nous travaillons. Lorsque les services spécialisés surveillent les communications d'un individu suspect, toutes les personnes avec qui cet individu interagit, même de la manière la plus normale, se retrouvent automatiquement dans la boucle de surveillance. Or, tous les contacts d'un suspect ne sont pas nécessairement louches, Mamadou. Donc, vous comprenez aisément toute la problématique en matière de libertés individuelles et de données personnelles. Un exemple, quand vous, Mamadou Ibra Kane, on surveille vos communications téléphoniques, jusqu'à 250 personnes ou 225 000 ou 250 000 personnes autour de vous, en cercle circonflexe, sont dans la boucle de surveillance. Donc, il est là le problème, en fait. Et les organismes spécialisés tels que la CDP chez nous doivent être mêlés à ce travail-là pour s'assurer que la protection des données personnelles soit respectée dans cette lutte-là. CDP, Commission des données personnelles. Abdoul Khadlo, il y a également l'appel qui est fait à certaines puissances étrangères pour assurer la sécurité ou en tout cas aider les États qui sont frappés par le terrorisme ou qui sont menacés, les assister un peu dans leur sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque que la France, par exemple, soit intervenue au Mali et qu'elle y soit jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, ma conviction est que la gestion de nos ressources doit d'abord être une question nationale. Nous devons nous en donner les moyens. On ne confie pas sa souveraineté, qu'elle soit politique, économique ou militaire, à une puissance étrangère, même avec les meilleures relations du monde. Parce que quoi qu'on en dise, la France pense d'abord à ses propres intérêts. Son intervention dans le Sahel peut être teintée d'action solidaire ou de diplomatie, tout ce qu'on veut, mais elle est aussi, pour ne pas dire uniquement économique. Nous sommes en pleine zone de ce qu'on appelle le précaré français. Et la France ne souhaite pas que cela tombe entre les mains, cette zone tombe entre les mains de forces incontrôlables ou ennemies. N'oublions pas, par exemple, que c'est l'uranium exploité au Niger qui permet à la France d'être une puissance nucléaire et qui assure à la France 75% de son électricité dans l'Hexagone. Donc, évidemment, la France ne voudrait pas avoir cette source cruciale pour elle tomber entre les mains de djihadistes. Mais ces intérêts ne sont pas une raison pour nos États de laisser la France conduire la bataille. Je suis persuadé qu'en fait, c'est en mutualisant les moyens et ressources que nos États pourraient être plus pertinents et efficaces dans le combat. On ne sous-traite pas sa propre sécurité. Ça, c'est ma conviction. L'uranium au Niger, le pétrole et le gaz bientôt au Sénégal, source de stabilité ou d'instabilité par rapport à cette menace djihadiste dont on parle? Ça dépend de la politique que nous engageons ou que nous voulons pour ces ressources-là. Les ressources sont une bénédiction quand elles sont bien exploitées et équitablement partagées, mais également ça peut être quelque chose de catastrophique comme on l'a vu dans le RDC voisin. Donc on n'a pas besoin nécessairement de ressources pour se développer. Je prends l'exemple du Rwanda qui n'a aucune forme de ressources, aucune. Ni accès à la mer, ni gaz, ni pétrole, ni rien, qui aujourd'hui est un modèle pour tous les Africains. Donc les ressources sont juste un surplus pour nos États. Quand on a la bénédiction d'en avoir, il faut le partager le plus équitablement possible entre les propres populations, que les populations s'approprient cette ressource-là. C'est la première pour moi, des protections que nous pouvons avoir. Quand il y a une forme d'union nationale, une forme d'union autour de la gestion des ressources, tout le monde se sent concerné. Quand on a l'impression que c'est accaparé par d'autres, là, ça ouvre la porte à toutes sortes de briconnage, de braconnage ou d'agression extérieure. Maintenant, ma conviction pour le moment est que le débat est posé au Sénégal, que les parties prenantes sont mêlées plus ou moins aux discussions. On verra d'ici quelques années, d'ici 2021-2022, concrètement comment la manne tirée de ces ressources-là seront exploitées et partagées pour le Sénégal. Mais une précision importante, nous ne sommes pas le Nigeria en termes de ressources, ni l'Angola. C'est un appoint que ces ressources vont apporter au Sénégal, mais ne vont pas radicalement changer notre structure économique pour faire de nous un géant économique du continent. Ça, je pense qu'il faut également avoir l'honnêteté de le dire à vos téléspectateurs. Quand le président Macky Sall dit qu'il faut se préparer au pire, est-ce que cela veut dire que nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui sont assez bien outillées par rapport à cette menace et qu'elles le seront davantage par rapport à toutes ces perspectives auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure? La liaison est très mauvaise, mais je crois avoir entendu votre question. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que le Sénégal s'est doté de patrouilleurs pour surveiller nos eaux dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. C'est ce qui me semble a été fait récemment, il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc oui, le Sénégal est en train de s'outiller,
pour protéger peut-être ses eaux et ses ressources. Mais tout cela, encore une fois, doit se faire dans la discrétion, à mon humble avis, et en concertation avec les pays limitrophes, et peut-être maintenant inclure d'autres bonnes volontés, des partenaires économiques et militaires. Ça, ce n'est pas exclu. Mais le gros du travail, le gros de l'investissement doit être sénégalais, parce que c'est une ressource sénégalaise. Parce que quand on confie ces ressources à un autre, en retour, il attend quelque chose. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, quand on confie la sécurité de telles ressources à des puissances étrangères, ces puissances étrangères-là ne sont pas tenues par les mêmes intérêts que vous. Elles peuvent même vous déstabiliser pour avoir encore plus la même mise sur ces ressources-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec intérêt et impliquer toutes les compétences nationales et ceux de la diaspora qui ont une petite expérience en la matière. Ok, une démarche inclusive, mais une dimension politique. Abdou Khadr Lo, quelle serait la responsabilité de la classe politique sénégalaise? Par rapport à quoi? Par rapport à tous ces enjeux sécuritaires, mais aussi qui sont d'ordre économique. Oui, moi j'ai une vision peut-être un peu particulière, parce que là on est en plein dans, je pense, le dialogue politique ou dialogue national, deux termes d'ailleurs qui n'ont rien à voir. Mais ma conviction est que dans un état de droit qui fonctionne normalement, on n'a pas besoin de telles assises. Les citoyens départagent les acteurs, envoient certains à la gouvernance des affaires et d'autres à l'opposition qui doivent jouer le rôle de surveillance, de contrôle et d'audit et de monitoring. Donc pour moi, si le jeu démocratique est transparent et clair et respecté par tous, ceux qui gouvernent en sachant qu'ils doivent rendre des comptes aux populations, et ceux qui sont dans l'opposition s'assurent que les engagements pris par ceux qui sont au pouvoir sont respectés. Autrement, ils peuvent aspirer à leur piquer la place. Ça, c'est ma conviction. Donc l'implication des acteurs politiques, pourquoi pas? L'implication des acteurs de la société civile, oui. L'implication des médias, oui. L'implication des experts, oui. Mais il ne faut pas tout mélanger, avoir une sorte d'entente ou d'omerta sur la gestion parce que les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Tant qu'on ne sait pas si, dans la discussion, ce qui sera mis en avant pour avoir une sorte de consensus. Est-ce que c'est une forme de partage des responsabilités pour dire qu'on a trouvé un consensus, ou c'est juste la gestion des ressources de la meilleure façon possible, sans considérer que ceux de l'opposition doivent être impliqués dans la gestion? Ce sont deux choses totalement différentes. Pour moi, on peut impliquer tous les acteurs possibles dans le processus, dans le monitoring, mais dans la gestion, c'est ceux qui sont aux affaires qui doivent gérer ça avec toutes les compétences existantes. Abdou Khadr Lo, et on va terminer par là, une Afrique de l'Ouest qui fait face à une menace sécuritaire, une menace terroriste. Il y a même eu des attaques dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria. Il y a ce débat sur la question du troisième mandat dans cette même Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, très rapidement, en 30 secondes? Ça repose la problématique des institutions fortes à la place d'hommes forts. Oui, Abdou Khadr Lo, vous êtes encore en ligne? Pardon? Oui, allez-y. Voilà. En fait, je disais, il y a un monde entre nos hommes politiques lorsqu'ils sont opposants et lorsqu'ils prennent les rênes du pouvoir. Ils exercent le pouvoir dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, et s'enivrent de ses effets, en fait. Tout leur univers est soumis à leurs désirs et volontés, pour ne citer personne, mais nos textes et lois, justement, confèrent trop de pouvoir à nos chefs d'État, de sorte qu'ils se posent démiurges. Et s'ajoute à cela l'entourage qui ne veut absolument pas perdre ses avantages et abus. Donc la combinaison de cela, de ce sentiment de toute puissance, pour paraphraser Nietzsche, et l'entourage qui ne veut pas lâcher l'affaire, font que, ils sont prêts à modifier les textes et à les adapter à leur volonté. Notre dose culturelle dans cette totale, le musée des civilisations noires à Dakar nous ouvre ses portes. La belle et majestueuse dame
fait partie des 7 merveilles qui trônent dans la capitale sénégalaise, consacré à l'histoire des peuples noirs depuis l'origine jusqu'à nos jours. Le musée avait été imaginé il y a 50 ans par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Relancé par Abdoulaye Wade, l'infrastructure culturelle a été achevée et inaugurée par Macky Sall en décembre 2018. Elle peut abriter pas moins de 18 000 pièces. Nous écoutons et suivons la visite guidée signée par une jeune dame qui s'appelle Oussama Monique Sagna. Le musée des civilisations noires est unique en son genre en Afrique. 14 000 mètres carrés, un bâtiment circulaire qui ne passe pas inaperçu. L'architecture s'inspire des cases à impluvium de la Casamance. À l'entrée, le baobab du haïtien Édouard Duval-Carrier accueille les visiteurs qui semblent très enthousiastes. Le bâtiment est super et j'ai commencé à lire et c'est hyper intéressant. Donc c'est plein de choses dont on entend parler et on a enfin un petit peu des clés sur ce que ça veut vraiment dire, quoi. C'est très beau. Le cadre est magnifique, je trouve. Et pour passer du temps avec les enfants, c'est une bonne chose parce qu'ils peuvent découvrir des choses et s'amuser aussi, en fait. C'est surtout ça. Beaucoup d'émotions, c'est chargé. On a appris énormément de choses. Les créations africaines de la préhistoire jusqu'à l'ère moderne sont dépoussiérées à travers l'histoire des religions, les découvertes scientifiques, les œuvres contemporaines. Le musée fait également la part belle aux personnages historiques. Dans l'histoire, on découvre des différentes choses qui s'imbriquent petit à petit avec du concret. On commence par plus de 7 millions d'années avant Jésus-Christ et on arrive à nos jours. Et toute l'histoire, en fait, elle est très bien résumée et on apprend énormément de choses. J'ai mon grand-père qui est né à Conakry. Il m'a expliqué beaucoup de choses, mais je suis jamais déjà venu en Afrique. Et venir ici, ça m'a appris plus de choses et ça m'a surtout grandi dans les choses qu'il me disait. Dans tout ce qu'il m'a raconté, les histoires qu'il m'a racontées, etc. Chez moi, j'ai des masques un peu partout. Ici, voir les choses en vrai, ça change totalement la chose. C'est différent quoi, de voir tout ça en vrai plutôt que dans un livre. Enfin, sur un livre, c'est pas très intéressant, quoi. Ce qui m'a le plus plu, c'est les tableaux. C'était beau. Et voilà, hein. Après la culture, ce qui est cool dans ce musée, c'est qu'on vient tous du même endroit, quoi. Et qu'après, on s'est séparés et chacun est allé où il veut. Je trouve que c'est très bien et même les jeunes filles avec qui on est là, elles ont été agréablement surprises et je pense que c'est important aussi d'avoir une part pour les femmes. L'idée d'un musée des civilisations noires avait été lancée par le poète Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal. C'était à l'occasion du premier festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar. Et un an après son inauguration, Time Magazine le classe parmi les 100 endroits à visiter dans le monde. Oussama Monique Sagna au musée. Également sur ce plateau, c'est ce qu'on appelle le don d'ubiquité, n'est-ce pas? Bonsoir Oussama. Bonsoir Mamadou. Ce musée est lui-même une belle œuvre. Tout à fait, une belle œuvre qui ne passe pas inaperçue maintenant dans la capitale sénégalaise. Ça fait partie du décor de Dakar. Et comme nous l'avons dit, ça a traversé beaucoup de régimes. Donc c'est la preuve que l'État, c'est une continuité de Senghor à Macky Sall. Alors, qu'est-ce qu'on y peut voir exactement? Donc, le musée a pris cette option d'exposition temporaire, c'est-à-dire il n'y a pas de collection qui est mise en exergue là-bas. Tout ce qu'on peut voir actuellement, c'est toujours concernant l'inauguration, l'exposition inaugurale avec 9 thèmes. 9 thèmes dont l'Afrique berceau de l'humanité. Donc, sur cette exposition, on peut voir les restes fossiliers de nos aïeuls, lointains aïeuls qui sont les précurseurs du genre humain, comme on le dit, parce que c'est reconnu que l'Afrique est le berceau de l'humanité. À part cela aussi, il y a les appropriations africaines des religions abrahamiques. Donc, dans cette exposition, on peut voir l'influence de l'islam dans la société africaine. Et dans cette salle, il y a l'islam soufi, il y a l'islam confrérique et l'islam des sexes. On verra dans cette salle les Khassaïd des Mourides, on verra les écrits de Mam Malik Sy, on verra également le sabre, le fameux sabre de El Hadj Omar Tall. Il y a également ce qu'on appelle les tissus africains, parce que figurez-vous, il y a à peu près plus de 5000 ans avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, les Égyptiens commençaient à cultiver et à
tisser le lin. Donc les métiers à tisser datent de très longtemps en Afrique. Et dans cette exposition, vous pouvez voir les différents tissus africains qui sont des matières naturelles, c'est-à-dire du coton ou du lin. Donc vous verrez le kente ghanéen, vous verrez le cocodunda burkinabé, vous verrez également le bogolan malien, mais également le pagne, l'indigo. L'indigo qui est commun à beaucoup d'ethnies ici au Sénégal, les Halfoular, les Sérères, les Jola également. Donc j'aimerais également vous parler d'une autre exposition qui met en exergue les femmes africaines, les femmes qui ont redonné une image de la femme battante. Vous verrez Annette Meyer-Newville, des portraits d'Annette Meyer-Newville, de Aline Sitoé Diatta, vous verrez Ellen Johnson Sirleaf, ex-présidente du Sierra Leone, vous verrez Liberia, vous verrez également Myriam Warner Vieira, épouse de Paulin Sumano Vieira, cinéaste également. Donc il y a beaucoup d'expositions. À ces 9 expositions s'ajoutent les 2 autres expositions qui ont été initiées à l'occasion de l'anniversaire du musée. C'est-à-dire Prête-moi ton rêve, qui est une exposition panafricaine qui part de Dakar et ira au Maroc, au Nigeria et dans d'autres pays africains. L'autre exposition aussi, non moins importante, c'est l'exposition des artistes de Dakar. Donc ils sont regroupés à travers des œuvres d'un Français Barbier qui a restitué sa collection à la fondation Eiffage. Donc on parle de restitution. Donc cette exposition s'appelle l'École de Dakar. Donc elle compte 170 tableaux avec 17 artistes qui ont été formés ici à Dakar. Des expositions pour le plaisir des yeux. Est-ce que les Sénégalais visitent vraiment le musée des civilisations noires? Et Mamadou, la bonne nouvelle, c'est que oui, les Sénégalais se sont appropriés cet édifice et y vont. Et avec l'option d'exposition temporaire, certaines même y vont 1, 2 fois à plusieurs reprises pour voir les nouvelles expositions qui y sont. Donc c'est une belle option pour le musée de faire des expositions temporaires pour pousser les gens à revenir. Donc à part les Sénégalais, comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a bien sûr les touristes. Les touristes, et c'est payant? Bien sûr, c'est payant, 1500. Après, le tarif aussi diffère qu'on soit Sénégalais ou étranger, bien sûr. Et votre caméra était le mot de passe? Oui, la caméra était le mot de passe avec un guide très sympathique. Oui. On en profite pour remercier le personnel du Musée des Civilisations qui ont ouvert vraiment les portes de ce joyau. Merci Oussama Monique Sagna pour cette fenêtre culturelle qui nous fait du bien dans cette Total. Merci beaucoup, je l'espère bien. Merci et très bonne soirée avec à nos chers téléspectateurs. Merci. Ailleurs, c'est pour prendre d'abord la direction de Saint-Louis, puis de Paris. D'abord, le nord du Sénégal. Kassac Sud a la particularité d'être un village d'anciens combattants. Les populations qui sont originaires de divers horizons font face à une multitude de défis. Nos correspondants Momar Alissignan et Alétiam y ont séjourné pour la Total reportage. Situé au cœur du Waalo, Kassac Sud a la particularité d'être le seul et unique village d'anciens combattants de l'Afrique. Ces populations, venues de divers horizons, y ont été installées par le président Léopold Sédar Senghor en 1966. Vous savez, lorsqu'on a obtenu notre indépendance, les combattants, en l'occurrence Alassane Gadiara, avaient reçu 30 000 demandes. Résultat, les places étaient limitées. Ceux qui ont été orientés provenaient de Tambacounda, Kaolack, Fouta, Thiès, Dakar et Saint-Louis. Mais hélas, grande a été leur désillusion, car tout ce qu'on leur faisait miroiter était très loin de la réalité qu'ils ont trouvée sur place. À notre arrivée, on n'a absolument rien trouvé. Ma chambre venait d'être réfectionnée. Il y avait de la peinture, entre autres. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils nous ont promis des logements, mais nous n'avons rien trouvé. 54 ans après l'installation des anciens combattants à Kassac Sud,
le village fait toujours face à la précarité. Les braves pères de famille peinent à nourrir leur progéniture et à cela s'ajoutent d'autres préoccupations. Je peux le jurer, j'ai du mal à subvenir à nos besoins. Lors de la campagne électorale, le chef de l'État a fait un tour ici, mais jusque-là, rien. On a un réel problème dans le domaine foncier. Tu peux avoir 5-10 hectares et un étranger débarque, on le donne 100, 200 hectares. C'est vraiment difficile. On a également un problème d'infrastructure. Nos routes sont impraticables. Né de l'union d'un ancien combattant avec une Vietnamienne durant la guerre, cet homme, âgé de 67 ans, est le chef du village. Ici, on l'appelle affectueusement le Chinois. Pourquoi? Vietnam, Nord-Vietnam, le 17 février 1950. C'est juste parce que je suis né au nord du Vietnam le 17 février 1953 dans le village de Dao Dong, district de Hai Dong. C'est mon père qui m'a amené ici en octobre 1954 à la fin de la guerre. Aujourd'hui, malgré les difficultés, il essaie tant bien que mal avec ses amis et proches collaborateurs de sortir le village de Kassak Sud dans la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Allô la France, ici Saint-Louis, Kassak Sud se trouve dans la région de Saint-Louis. Saint-Louis, comme vous le savez, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. Nous allons donc en France avec la fermeture annoncée de certains consulats généraux qui ne fera pas que des heureux. Touche pas à mon consulat vient d'être mis sur pied pour protester contre cette mesure. C'est le cas de Bordeaux en France, d'où la naissance de ce collectif. Il faut dire que certaines villes où vit la diaspora sénégalaise vont être impactées par cette suppression. Un projet du gouvernement sénégalais. Reportage à Paris de notre correspondant Abdou Latif Diop. Ce que je sais, je ne sais pas les raisons qui ont motivé ce choix, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons tous eu à le déplorer. Un collectif contre la fermeture du consulat du Sénégal en Gironde a été mis sur pied pour protester contre ces réformes consulaires. Dans sa démarche, le président de la République d'alors, M. Abdoulaye Wade, avait fait acheter le bâtiment et pour en faire aujourd'hui un bureau consulaire. Créé en 2001 par le président Abdoulaye Wade, après plusieurs plaintes et doléances des Sénégalais de Bordeaux, le consulat avait même réussi à acquérir ses propres locaux à la 142 boulevard du président Wilson à Bordeaux. Quelques années après cette prouesse, les Sénégalais du sud-ouest de la France sont privés de consulat qui est remplacé depuis quelques semaines par une agence consulaire qui va désormais fonctionner comme celle du Havre, selon le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo. La communauté sénégalaise de la Nouvelle-Aquitaine se mobilise contre cette fermeture désormais effective depuis l'affectation du consul général Abdourahmane Koïta à Marseille le 1er novembre 2019. C'est désormais la vice-consul Aïssata Ndiaye qui est portée à la tête du nouveau bureau consulaire. C'est une décision qui est tombée sur nous de façon brutale et il faut avouer que ça impacte assez négativement la vie de nos concitoyens ici présents dans la juridiction. Depuis son ouverture, obtenu après plusieurs années de tractation, le consulat permettait aux quelques 20 000 ressortissants sénégalais de la région de venir y récupérer passeport, certificat de mariage ou autres papiers d'identité. Il permettait également aux Sénégalais installés en France de participer aux élections présidentielles et législatives sans devoir se rendre à Paris. Aujourd'hui, Bordeaux restera orphelin de son consulat et j'espère que ça soit avec Macky Sall ou quelqu'un d'autre, nous allons revivre ce consulat. Selon certains opposants au président Macky Sall,
c'est surtout en représailles aux mauvais résultats dans la région lors des dernières élections que le consulat est menacé. En tout cas, le collectif reste mobilisé quant à la demande qui consiste à ce que le consulat revienne dans son format initial. Là-dessus, nous sommes vraiment déterminés. Dans tous les cas, le collectif promet de se faire entendre pour inciter le gouvernement sénégalais à faire marche arrière. Ce que je sais, je ne sais pas les raisons qui ont motivé ce choix, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons tous eu à le déplorer. Un collectif contre la fermeture du consulat du Sénégal en Gironde a été mis sur pied pour protester contre ces réformes consulaires. Dans sa démarche, le président de la République d'alors, M. Abdoulaye Wade, avait fait acheter le bâtiment et pour en faire aujourd'hui un bureau consulaire. Créé en 2001 par le président Abdoulaye Wade, après plusieurs plaintes et doléances des Sénégalais de Bordeaux, le consulat avait même réussi à acquérir ses propres locaux à la 142 boulevard du président Wilson à Bordeaux. Quelques années après cette prouesse, les Sénégalais du sud-ouest de la France sont privés de consulat qui est remplacé depuis quelques semaines par une agence consulaire qui va désormais fonctionner comme celle du Havre, selon le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo. La communauté sénégalaise de la Nouvelle-Aquitaine se mobilise contre cette fermeture désormais effective depuis l'affectation du consul général Abdourahmane Koïta à Marseille le 1er novembre 2019. C'est désormais la vice-consul Aïssata Ndiaye qui est portée à la tête du nouveau bureau consulaire. C'est une décision qui est tombée sur nous de façon brutale. Et il faut avouer que ça impacte assez négativement la vie de nos concitoyens ici présents dans la juridiction. Depuis son ouverture, obtenue après plusieurs années de tractation, le consulat permettait aux quelques 20 000 ressortissants sénégalais de la région de venir y récupérer passeport, certificat de mariage ou autres papiers d'identité. Il permettait également aux Sénégalais installés en France de participer aux élections présidentielles et législatives sans devoir se rendre à Paris. Aujourd'hui, Bordeaux restera orphelin de son consulat et j'espère que ce soit avec Macky Sall ou quelqu'un d'autre, nous allons revivre ce consulat. Selon certains opposants au président Macky Sall, c'est surtout en représailles aux mauvais résultats dans la région lors des dernières élections que le consulat est menacé. En tout cas, le collectif reste mobilisé quant à la demande qui consiste à ce que le consulat revienne dans son format initial. Là-dessus, nous sommes vraiment déterminés. Dans tous les cas, le collectif promet de se faire entendre pour inciter le gouvernement sénégalais à faire marche arrière. Portrait insolite du cheval. Le Sénégal est l'un des pays africains où cet animal est le plus présent dans la vie quotidienne. Souvent attelés pour des tâches de transport, de course ou de travail, ces animaux étaient estimés à près de 500 000 têtes en 2016. Le cheval, un animal noble et fort en symbole qui a marqué l'histoire de l'humanité depuis les temps immémoriaux. Les cavaliers du cercle de l'étrier de Dakar ont accepté de raconter ce long compagnonnage avec l'homme. Le portrait porte la griffe de Moustapha Gabar Diop, Séléman Diallo et Gorgui Thiam pour les images. Si le chien reste le meilleur ami de l'homme, le cheval est sans aucun doute sa plus belle conquête. Domestiqué il y a près de 4000 ans pour sa viande dans un premier temps, sa force, son endurance et surtout son intelligence ont vite fait de lui un formidable compagnon pour l'homme. Compagnon de voyage, partenaire de travail et même un frère d'armes en temps de guerre. Les chevaux sont utilisés depuis très longtemps. Au début, ils étaient plus utilisés pour se transporter nous-mêmes, pour se déplacer. Après, pour les guerres. Pour le travail en agriculture, travail du sol, maintenant c'est vrai que les chevaux sont de moins en moins utilisés, on revient à ce mode de travail-là, où le cheval est plus passé loisir parce que justement on n'avait plus cette utilité dans le travail, dans le déplacement ou dans le travail du sol.
Dans la nature, ils vivent en groupe. Donc, quand on l'a domestiqué, il a tout de suite cherché à se rapprocher de l'homme. Le cavalier, le cheval peut lui apporter déjà cette sensibilité, cette écoute. Voilà, quand on regarde un cheval, le cheval communique beaucoup avec ses gestes, avec sa posture. Il existe près de 400 races de chevaux dans le monde. La race locale est communément appelée le pur sang sénégalais. Les Sénégalais ont toujours vécu avec les chevaux. Depuis la nuit des temps, tous nos grands chefs religieux avaient des chevaux chez eux, nos chefs coutumiers aussi. Le cheval local était sa prédisposition, c'est surtout sa rusticité. C'est-à-dire c'est un cheval très, très rustique, très solide, qui est vraiment adapté à la chaleur, les insectes, la pauvreté de la nourriture. Quand on a voulu faire des chevaux de travail, on a voulu avoir des chevaux plus grands, plus puissants. Donc c'est là où on a commencé à importer des chevaux, les croiser avec nos chevaux pour avoir des chevaux plus grands, plus forts pour les travaux champêtres. Nul ne sait s'il existe des descendants de Malaw, la monture du roi Ladjor et le plus mythique des pur sang sénégalais. Mais la lignée des chevaux est aujourd'hui très bien documentée, car elle peut être le gage de la valeur d'un cheval. Avec la direction de l'élevage, maintenant, on suit les chevaux, leur arbre généalogique. Donc, chaque cheval, maintenant, a son carnet. Et par rapport à ce carnet-là, on peut retracer ses parents, ses origines. Voilà. Là, maintenant, tous ces chevaux de sport-là ont des carnets. Là, on peut savoir d'où il vient. Ça va être les origines, en fait. Les parents, le père et la mère. Voilà, c'est de la génétique, on recherche à toujours avoir de meilleurs chevaux. Après, la valeur d'un cheval, c'est aussi sentimental, ce n'est pas que financier. Quelqu'un peut avoir un cheval, on va dire, moyen, et pour lui, il n'a pas de prix, quoi. Si le cheval continue encore d'être utilisé pour le travail dans certaines parties du monde, comme au Sénégal, il est aujourd'hui plus prisé pour les activités de loisirs. Certains viennent pour apprendre à monter, pour pouvoir accompagner des balades. Par exemple, quand ils vont au Lac Rose ou à Sali, se promener à la plage à cheval. Il y a aussi le sport équestre. Maintenant, de plus en plus, on avance vers la professionnalisation. C'est-à-dire qu'avant, on le faisait juste pour le plaisir. Le dimanche, on se rencontre, faire un petit concours, sauter des obstacles et rentrer. Petit à petit, maintenant, les élèves, on commence à continuer la formation pour pouvoir compétir au niveau international. Les professionnels du cheval déplorent la manière dont certains propriétaires traitent leurs animaux. Des chevaux qui, selon eux, pourraient largement contribuer à la création d'emplois et au développement économique. Moustapha Gabardio, bonsoir. Bonjour. Vous signez ce reportage. D'où viennent ces chevaux qui sont présents au Sénégal? Ils viennent principalement d'Afrique. Enfin, leur origine, c'est les chevaux arabes, les barbes, qui seraient descendus vers l'Afrique de l'Ouest avec les Berbères amazirs et avec l'islamisation, surtout avec les grands empires africains comme le Mali quand ils sont arrivés. Et petit à petit, il y a eu un métissage avec le commerce, ensuite les comptoirs de commerce avec la colonisation, la traite négrière. Et petit à petit, avec la colonisation aussi, il y a eu beaucoup de mixage et comment on dit ça encore, de mélange petit à petit pour que le cheval évolue. Et pendant la colonisation, il y a eu un petit tort au niveau des chevaux parce que les colons prenaient les plus grands chevaux, ce qui fait que nos chevaux sont un peu petits. Et aujourd'hui, l'élevage est en pleine expansion et on a plein de croisements, notamment pour les chevaux qui travaillent, pour qu'ils soient plus grands, plus forts, mais également aussi pour les chevaux de course, les chevaux pour les sauts d'obstacles qu'on vient de voir, et aussi juste l'élevage pour les revendre. Donc c'est une économie qui est en train de grandir petit à petit au Sénégal. Alors, quelle peut être la contribution, mais vraiment économique de ces animaux? Ils sont déjà très présents, on les voit partout dans nos rues en train de transporter des marchandises. On peut donner l'exemple de l'agglomération de Pikine où on évolue à 1700 tonnes par jour qui sont transportées par chevaux et c'est l'équivalent de 850 courses par camion. Ou peut-être à Touba où près de 225 000 personnes sont transportées chaque jour avec ces chevaux, ces calèches. Donc dans un premier temps, c'est vraiment le transport de personnes et de marchandises et le travail. Mais également aussi, il y a toute une économie qui peut être développée autour de ça. Comme on a vu dans le loisir,
dans les fêtes, les foires, le salon du cheval et l'élevage. C'est toute une économie qui peut être créée autour de ça avec les gens qui travaillent aussi autour du cheval. On a les maréchals ferrants, on a les palefreniers ou les selliers qui font les selles. Donc c'est plein de petits d'emplois qui peuvent être créés autour des chevaux. Les courses hippiques aussi. Effectivement. Que nous aimons bien au Sénégal. Oui, surtout que je pense que l'UEMOA vient de lancer une loterie pour les 8 pays. Donc je pense que le PMU aussi va être surélevé par rapport à ça, avec les jockeys et tout ce qu'il y a autour. Mais c'est très bien. Que peut-on gagner en côtoyant un peu plus cet animal noble? On dit que les enfants apprennent beaucoup en côtoyant ces animaux, notamment avec les rapports sociaux, mais également aussi avec la maîtrise de soi et le contrôle, parce que c'est un animal grand, imposant. Donc ça permet majestueux de tuer certaines peurs, d'éliminer certaines peurs. Mais également aussi, ça apprend aussi beaucoup au cavalier, parce qu'il faut se connaître pour pouvoir communiquer avec le cheval, parce qu'il renvoie souvent ce qu'on lui donne. Et ça prend aussi la patience, l'humilité et la persévérance, parce que c'est pas évident de pouvoir être au même rythme que le cheval, de le maîtriser. Donc c'est un ensemble d'éléments qui font que même dans certains pays, dans les écoles, c'est demandé peut-être aux enfants qui sont un peu récalcitrants, un peu trop turbulents, de les amener et d'être au contact des animaux. Et apparemment, ça les change, c'est assez thérapeutique. Vous savez monter le cheval? Non, malheureusement, non. Du tout, on apprendra ensemble. Et le célèbre cheval de Lat Dior, Malaw, je suis sûr que vous le saviez. Merci, Moustapha, merci beaucoup d'être venu nous parler du cheval, cet animal qui est très noble. C'est la fin pour la totale qui rime bien avec cheval. Sur ces notes de hennissement, donc, je vais devoir vous rendre l'antenne. Khalifa Diakhaté, toute l'équipe d'ITV et votre serviteur vous souhaite une forme de cheval donc pour la semaine à dimanche prochain. Totalement, bonsoir et bonne suite de programme.